Bienvenue dans un nouvel épisode de La vie en Rosonne. Le nouveau gouvernement est arrivé avec une très mauvaise nouvelle. Nous sommes dans une crise budgétaire sans précédent et il va falloir de nouvelles taxes et de nouveaux impôts pour régler tout ça. Et ceci alors même qu'il y a encore quelques semaines, Bruno Le Maire était sur les plateaux de télévision et affirmait qu'il avait sauvé l'économie française. Alors que se passe-t-il ? Comment la France, une grande puissance, a-t-elle pu en arriver là? Est-ce qu'il y a des responsables et si oui, qui? Et est-ce qu'on peut changer cette dynamique et si oui, comment? Alors on va en parler aujourd'hui avec mon invité, Tom Benoît. Bonjour Tom Benoît. Bonjour Béatrice. Alors Tom Benoît, vous êtes essayiste, vous êtes entrepreneur, vous êtes journaliste sur TV5 Monde, vous êtes intervenant sur CNews et vous êtes spécialiste en économie et en géopolitique. Ça fait beaucoup ça. Ça fait beaucoup d'actu. Et je voulais justement revenir sur votre émission sur TV5 Monde parce qu'en fait, il y a un passage qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux où vous receviez Bruno Le Maire et vous l'interrogiez justement sur le déficit budgétaire en vous appuyant sur un rapport du Sénat. Et c'est un extrait qui a fait énormément parler parce que c'était avant l'annonce de la très mauvaise nouvelle de la part du nouveau gouvernement. Et il était très agressif. Il vous a dit que le rapport du Sénat, c'était des calomnies et que vous étiez le perroquet du Sénat. Alors que depuis, le déficit, le dérapage est totalement avéré. Et qu'il est même d'une plus grande ampleur que prévu. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette séquence? Comment vous l'avez vécue et ce que vous pensez du dérapage? Bon, personnellement, je l'ai bien vécu en tout cas. Voilà, je sais pas de... Mais ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que Bruno Le Maire nous parle d'une vérité aujourd'hui. Il a envoyé un SMS à France Info en disant « La vérité sortira plus tard, la vérité éclatera ». Donc ça veut dire qu'au moment où je lui ai posé la question, que je lui ai dit « Pourquoi ne pas avoir communiqué cette note que vous deviez communiquer ?» et qu'il m'a répondu que c'était de la calomnie tout ça, qu'il n'y avait rien à communiquer de plus que ce qu'il avait communiqué, qu'il n'avait aucune information en plus que ce qui était connu du grand public. Bruno Le Maire camoufler effectivement la vérité, donc on peut le dire tout simplement menter. C'est le sens des mots. Quand on ne dit pas la vérité, qu'on la cache et qu'on avoue plus tard, on a bien la preuve que la personne a menti précédemment. Donc Bruno Le Maire en effet a menti. Est-ce qu'il l'est? Attention, je ne cherche pas à accuser Bruno Le Maire, à lui faire porter une responsabilité personnelle, bien qu'il devrait la porter puisqu'il était ministre. C'est-à-dire que si vous êtes ministre, il y a les aspects positifs, vous avez une belle carrière, vous êtes à l'abri pour le restant de vos jours, vous pouvez faire beaucoup de business, rendre des services ensuite, vous avez un beau tissu relationnel, vous avez pu vous faire des relations, une carte de visite, mais il y a aussi des responsabilités. Et il y a aussi des aspects donc plus sentencieux, plus sérieux, il y a une responsabilité sur le long terme. Aux États-Unis, cette situation serait totalement improbable. Un ministre ne se permettrait pas de mentir les yeux dans les yeux à un journaliste, sur un plateau de télévision, sur un sujet sur lequel il est engagé. Bruno Le Maire a pris ce risque-là. Libre à lui. Sauf qu'il n'a toujours pas avoué que ce qu'il a dit à cette époque-là n'était pas la vérité. Mais il n'en parlera pas, on sait comment ça se passe. Et quoi qu'il en soit, c'est un volet qui bientôt ne nous intéressera plus beaucoup. Moi, je me suis intéressé à ça au moment où ça pouvait animer le débat, pour ainsi dire, pour que ce soit constructif. Aujourd'hui déjà, ça ne m'intéresse plus. Et pourquoi ça ne vous intéresse plus? Parce que du coup, il y a tellement de conséquences. Parce qu'il y a plus grave. Oui, mais il faut comprendre qui est responsable. Comment est-ce possible? En fait, ma question, c'est comment... Ça m'intéressait quand il était en face de moi et qu'il était aux manettes. Aujourd'hui, il n'est plus rien. Oui, sur sa personne, mais sur le dérapage, comment est-ce possible qu'il y ait des dizaines de milliards de dérapages, d'argent qui manque finalement, sans que tous les maillons de la chaîne, parce qu'il y a, il y a des fonctionnaires à tous les étages, personne n'a réagi à aucun moment? Personne n'a vu ça venir. Comment est-ce pour quelqu'un de lambda, comment c'est compréhensible? Ils n'ont pas le droit d'en parler, ils n'ont pas les autorisations. Il y a un état profond dans tous les pays. Vous savez, il y a un état profond en France, c'est une réalité. Cet état profond se traduit non pas par des réunions uniquement, comment dirais-je, maçonnique, si je dois employer le mot, mais même sans parler de franc-maçonnerie, en proprement parler, mais dans l'état d'esprit, si je puis dire. Ce ne sont pas uniquement des personnes qui se réunissent pour comploter, pour se demander comment est-ce qu'elles vont pouvoir gouverner le monde, mais c'est ce qu'on appelle la bureaucratie. Et la bureaucratie, j'en ai parlé régulièrement, ce sont des hauts fonctionnaires qui ne sont absolument pas connus, qui ne passent pas à parader sur les plateaux de télévision, mais qui dirigent le pays et qui prennent les décisions. Et qui prennent les décisions également auprès des instruments que sont les ministres, qui sont des acteurs
acteur. Un ministre, c'est un acteur. Vous prenez un chirurgien, vous ne pouvez pas en faire le lendemain un grand notaire ou un grand avocat, un ténor du barreau. Par contre, d'un grand ministre de l'économie et des finances, vous pouvez en faire un grand ministre de l'éducation nationale ou de la santé, mais ou il de ne sera pas, ou de l'agriculture. l'agriculture, mais il ne sera pas opéré pour autant. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les ministres sont des instruments. Le principe d'un ministre, ou d'un chef, comme disait Chirac, c'est, je dis Chirac puisqu'il est mort, on peut le dire sans le prénom, c'est de cheffer justement. Le principe d'un ministre, c'est de représenter une parole. Et derrière, il y a les hauts fonctionnaires qui disent, ça il faut en parler à ce moment-là, et ça il ne faut pas en parler. Par exemple, aujourd'hui, il y a un débat qui est très important et qui sortira l'année prochaine. J'essaye d'être précurseur une fois de plus, pour ainsi dire. Et vous verrez que l'année prochaine, tous les journalistes vous diront, sur les grands plateaux également de tous les médias, ben, mais effectivement, qui achète notre dette? Et pourquoi cette émission n'est-elle pas passée? Qu'est-ce qui s'est passé au sein de l'agence France Trésor? L'agence France Trésor a émis tant de milliards de dettes et pour la première fois, on ne comprend pas, elle n'a pas été achetée sur les marchés. Alors normalement, on s'attend à ce qu'il y ait des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire que ces hauts fonctionnaires sont très très bien payés et on se dit, ils voient qu'il y a... Ils sont nombreux surtout. Hein. Ils sont nombreux. Surtout ça. Il y a 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards, 40 milliards, on en est quoi? À 50 milliards de dérapage? On se dit, il y en a peut-être un qui va se lever et alerter et faire... Voilà, lancer l'alerte, même publiquement. Je ne donnerai pas de nom, mais j'ai été convié à une soirée au moment où le sujet est venu sur le tapis, vraiment au tout départ, lorsque ça a germé au mois de février-mars à peu près. Et il y avait un conseiller, justement, haut conseiller, qui était lui aussi convié à ce cocktail, pour ainsi dire. Et je discute avec lui en aparté, et je dirai pas de nom, parce qu'il ne faut pas trahir la sincérité des gens. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Il me dit non, mais c'est rien. Il me dit c'est rien. Il y a eu un accident sur les recettes. Il me dit mais c'est absolument rien. On ne peut pas les prévoir, les recettes. On ne peut pas savoir s'il y a 4 milliards de plus, 5 milliards. Il me dit et là, toute la presse s'est mise sur le sujet, mais il n'y a pas de sujet. Bon, moi j'avoue qu'au départ, je lui dis bon, il a l'air quand même assez rassuré, lui, mais ça me paraît bizarre, parce que moi je le voyais qu'on allait vers cette situation. J'en avais même parlé un peu avant, ça me semblait évident. Et donc, plus grave que cela, par rapport à ce que vous dites, c'est qu'il y a une forme de nihilisme et de religion chez les hauts fonctionnaires également. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas voir la réalité. La réalité est sous leurs yeux, mais ils ne veulent pas la voir. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe sur les agences de notation également. On arrive à... Alors ça aussi, je voulais en parler un petit peu plus tard, Ah, aux agences de dérouler, notation, parce alors. que j'ai des vraies questions sur les agences de notation. Mais ce que vous dites me fait penser un petit peu à ce qui s'est passé soit pendant la crise sanitaire, avec une confiance aveugle dans la hiérarchie, ou soit... On peut en parler de ça non. Ou soit ce qui s'est passé, enfin si je veux garder ma chaîne, peut-être pas, ou soit ce qui s'est passé pendant la crise des subprimes, où en fait tout le monde croyait c'était too big to fail. Tout le monde pensait que c'était impossible qu'il y ait une catastrophe. En fait, on a l'impression, ce que vous dites, c'est un petit peu ça, c'est qu'ils pensaient que bon, bah... Avec une double problématique, c'est le principe de sacralité des institutions, en quelque sorte. Et c'est un peu ça pendant la crise sanitaire également qui a été mis à mal. La confiance envers le corps médical, la médecine, la bienveillance de toute la médecine, justement. Il paraissait impossible que le professeur Raoult, par exemple, pour ne pas le nommer, puisse être mis au banc réellement de sa profession, alors qu'il fait partie, le mot le plus simple et le plus précis, c'est des meilleurs, voilà, des plus efficients, des plus pertinents de sa catégorie. Et ça paraissait impossible avant cela. Et sur le principe des banques, c'est un petit peu la même chose. On se dit, non, mais un géant ne peut pas s'effondrer, on s'en est aperçu avec les Lehman Brothers, voilà. Et aujourd'hui, on est dans le même état d'esprit par rapport à la dette des États. On se dit, l'étalon monétaire, à une époque, ça a été l'or, aujourd'hui, c'est la dette des États. Une banque peut créer de la monnaie parce qu'en contrepartie, elle dit, regardez, j'ai des capitaux propres, j'ai de la richesse, je détiens de la dette d'État, et la dette d'État, c'est la parole sacrée, en quelque sorte. Si vous avez de la dette d'État occidentale, un État occidental, donc de la dette allemande, de la dette américaine, de la dette française, vous avez réellement de l'argent. Vous avez le principe de base de l'argent. L'argent naît de la dette d'État. Et là, on est un peu à la croisée des chemins et on commence à peine à comprendre sur les marchés financiers, dans les couloirs de Bercy, justement, des agences, dans les banques également, les banquiers les plus indépendants, les plus éveillés. J'en discutais avec une banquière monégasque,
il n'y a pas, là aussi je ne la nommerai pas précisément, mais d'une banque privée monégasque qui commençait à s'interroger justement sur la qualité de tous leurs produits, notamment par rapport à l'engagement sur l'obligataire. Parce qu'on se dit, oui, mais en effet, si l'obligataire commence à battre de l'aile, c'est un château de cartes qui va s'effondrer et tout notre système repose le château et tout le village en quelque sorte. C'est l'architecture de... En fait, il y a un vrai problème de rupture de confiance généralisée, enfin, en tout cas qui est en train de se généraliser. Ça avait commencé avec les médias. Ensuite, voilà, la crise sanitaire, ça s'est un peu mis dans le système médical. Les médias, c'est encore un autre problème, c'est que les médias ne sont plus des médias, généralement. Ça, c'est le problème. Mais je sens même dire de mal de ceux qui les font. Je veux dire, moi, j'en fais et je m'efforce justement d'être un vrai média. Pas moi, mais Géostratégie Magazine et tous les partenariats que l'on fait, c'est-à-dire d'avoir une neutralité. Quand on n'a pas de Parce que vous êtes rédacteur en chef de Géostratégie Magazine. Et on laisse la parole à absolument tout ce qu'on appelle, avec souvent beaucoup d'acidité et d'ironie, le champ républicain. Et ça veut dire que dès lors que quelqu'un n'est ni raciste, ni antisémite, ni homophobe, ni je ne sais pas, voilà, tous les qualificatifs qui incluraient une illégalité, un caractère illégal, la personne peut s'exprimer. Elle peut ne pas avoir les mêmes opinions que moi sur le Bitcoin, sur la monnaie, sur l'Europe, sur les États-Unis, même sur le rapport homme-femme parfois. Moi, je suis pas très woke, il y en a qui vont être un peu plus woke. Pourquoi pas? Mais on laisse la parole. C'est le but, justement. Et les médias ont oublié, justement, d'être ce tampon entre la réalité et le public. Et ça veut dire que le public s'en est éloigné. Moi, je prends une comparaison, généralement, qui est toute simple. C'est que vous avez d'un côté, le public, c'est une femme. Vous avez une femme qui représente parce que c'est le réceptacle. C'est celle qui va approuver, qui va regarder, qui va être séduite. Quand vous êtes public, vous êtes séduit, vous êtes conquis et vous le voulez, vous le cherchez. Quand vous allez voir un film, vous avez été actrice, Béatrice, quand vous allez voir un spectacle, un chanteur, un groupe de musique, vous cherchez à être conquis, vous êtes le public. Et dans la relation de séduction, la femme cherche à être conquise. Et on cherche à séduire la femme. C'est pas très woke en effet. Non, c'est pas woke, mais c'est pas le but. Mais je veux dire, et vous avez d'un côté des médias traditionnels, et vous allez avoir d'un côté, par exemple, un homme très peu séduisant, et qui dépense beaucoup d'argent, et qui investit beaucoup d'argent dans son rapport de séduction, qui invite, qui paye des voyages, qui en fait des tonnes. Il parviendra toujours à séduire en masse, en nombre. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un de soigné, d'intéressant, beau mec, qui n'a pas spécialement d'argent. Et lui, c'est le média alternatif. Eh bien, au final, vous verrez qu'il y aura toujours une grande partie des femmes qui iront vers le beau mec et pas vers le dégueulasse qui dépense beaucoup d'argent. Vous voyez la comparaison? Et au niveau des médias, c'est ce qui est en train de se passer. Et vous avez des médias, justement, qui, à force de ne pas informer et de ne pas jouer leur rôle, finissent par répugner tout un public qui se détourne de ce qu'il devrait être, c'est-à-dire des médias. Et ça, c'est un problème qui est nouveau et surtout qui est même On avait eu cette européen. Conversation dans une autre émission avec Idriss Aberkan et lui, évidemment, il pense que les médias alternatifs sont en train de gagner. Et moi, j'avais une position un peu plus modérée. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, oui, ont un regard plus critique et une confiance un petit peu rompue avec les médias mainstream, mais qui sont encore quand même, s'ils ne l'ont pas vu sur un média mainstream, ça n'existe pas et ils sont quand même très impactés et endoctrinés par... Il y a la réalité que l'information coûte très cher aussi, on le voit avec CNews par exemple, qui fait plus d'opinion que d'information, c'est pour ça que CNews peut subsister, mais ils n'auraient pas les moyens à dépenser, semblables à ceux de BFM TV. Faire de l'information, ça coûte cher. Oui, nous, on ne fait pas d'information, on fait beaucoup d'opinions, justement, on met beaucoup de tribunes de toutes opinions, et puis après il y a de l'information à puiser parce que justement, au gré des tribunes, ou l'interview des entrepreneurs également de tous les pays, et, dans des sphères assez intéressantes en plus, donc il y a des choses à comprendre, mais c'est pas de l'information. S'il se passe quelque chose le mardi, il n'y a pas un envoyé spécial de Géostratégie Magazine. Mais justement, pour revenir au sujet de base, et je voudrais votre opinion sur la commission d'enquête sur cette histoire de dérapage budgétaire, est-ce que vous pensez que ça va donner quelque chose ou est-ce qu'on va finir dans un responsable mais pas coupable, comme j'ai envie de
dire comme évidemment, d'habitude. Non, mais je veux dire, mais c'est pour ça que je m'étais éloigné. Non, mais ça donnera strictement rien, ma chère Béatrice. Non, mais il faut être très clair à ce sujet-là. Je crois que les personnes qui mènent cette commission sont à peu près d'accord, quoi qu'il en soit, avec la démarche. Un peu plus, un peu moins. Mais sur l'origine du dérapage, on va finir par trouver une explication très alambiquée. Donc c'est pour calmer l'opinion publique, ce genre de commission d'enquête? Oh, je pense c'est pour dire, bon, on enquête. Non, je crois que ça prend racine, naissance plutôt dans une forme de rivalité, de petite rivalité, de politique, mais d'une même famille. D'accord. Voilà. Ok. Et justement, donc pour régler le problème, ils sont en train, en ce moment, à l'heure où on enregistre cette émission, de discuter du concours Lépine de nouvelles taxes qui vont nous sortir du chapeau. Pourquoi est-ce que vous pensez que les dirigeants n'ont que ça comme solution systématiquement? Plus de taxes, plus d'impôts dans un pays où on est déjà le plus fiscalisé au monde. Est-ce que c'est par incompétence, manque de créativité? Est-ce que c'est par lâcheté pour pas avoir à réduire les dépenses et préserver la paix sociale? Ou est-ce que c'est pire que ça? C'est un agenda politique bien pire qui serait de faire table rase de tout ce qu'on a en France pour faire accepter une Europe fédérale? Alors, il y a ça, évidemment, mais il y a un gros problème, en effet, que vous soulignez, c'est que vous avez des enfants, Béatrice. Oui. Si vous donnez une fessée à votre fils ou à votre fille parce qu'il a fait une bêtise, ça peut avoir du sens. Si vous donnez une fessée parce que vous prenez plaisir à donner une fessée à votre enfant, là, ça devient plus problématique. De toute façon, les fessées, c'est interdit maintenant. Et c'est interdit maintenant, d'ailleurs, voilà. Mais une table, disons. Et un gouvernement qui taxe pour faire fonctionner l'hôpital public, pour faire fonctionner justement le système de retraite, le système de santé, c'est un fait. C'est la fessée logique, entre guillemets. Par contre, un gouvernement qui se dit « Ah, on a absolument besoin d'argent parce qu'on a dépensé à tort et à travers pour les Jeux Olympiques, pour tout le tissu de hauts fonctionnaires, de le train de vie des députés, des secrétaires d'État, le plus petit secrétaire d'État, pour des guerres également, du soutien des pays étrangers, pour tout cela, et qui se dit on va donc légaliser les casinos en ligne. Là, on n'en a rien à faire du danger, le risque par rapport au jeu, c'est ce qu'ils proposent. On légalise les casinos en ligne. On va surtaxer, on va refiscaliser les pensions alimentaires pour celui qui la verse. On va réduire les taux réduits de TVA sur certaines catégories. Là, ça devient du vice, en effet. Du vice fiscal. Et ils lancent même des ballons sondes pour pouvoir taxer les chiens. Enfin, on est vraiment dans un niveau de délire total. De délire, absolument. Mais surtout, là où on atteint vraiment du délire, c'est que le problème de ce que je vois des institutions françaises aujourd'hui, et je le déplore, c'est pas pour taper sur la France, je le déplore parce que je suis français et que je voudrais que la France marche. Donc je regrette encore plus que d'autres, moi, que le pays soit paralysé à ce point-là. C'est qu'il y a une catégorie, justement, c'est peut-être pas tous les politiques, mais il y a une catégorie de politiques qui ne veut pas voir ce qui ne marche pas. Ça pourrait pas arriver dans le privé. Vous n'auriez pas, dans une entreprise privée comme Kering, LVMH ou toutes ces entreprises, des personnes de la qualité des dirigeants qui se succèdent au fauteuil de ministre et de Premier ministre depuis des années et qui disent nous échouerons coup sur coup, mais nous continuons à mener les mêmes politiques et nous échouerons par rapport à ce qui est notre vocation principale. Ou alors on modifie la vocation et là ça devient de l'espionnage industriel et on dit vous travaillez pour l'ennemi ou le concurrent, mais en réalité vous ne travaillez pas pour votre peuple ou pour une société, pour la société, si c'était une société. Et on sait bien qu'il y a un moment où, lorsqu'on augmente les prélèvements obligatoires, l'imposition, il y a un principe qui est très simple, c'est que les gens rejettent l'imposition. Donc, quand les gens ont déjà rejeté l'imposition, pour une raison ou pour une autre, la première, c'est qu'ils n'ont plus d'argent, donc ils ne peuvent plus consommer, le commerce intérieur est gelé, donc il n'y a plus de TVA, il n'y a plus de recettes à ce niveau-là. Resserrement monétaire, ils n'achètent plus d'appartements, il n'y a plus de droits de mutation, ce qu'on appelle les frais de notaire. Ou alors parce qu'ils se disent l'impôt est trop cher, je salarie plus personne, ça me coûte trop cher, je n'achète pas ça parce que c'est trop cher, c'est trop taxé. Dans les deux cas, on voit que la population rejette l'imposition. Et puis il y a la solution aussi de s'exiler fiscalement, qui est sous-estimée, parce que là aussi elle est vue d'un point d'un axe très froid en quelque sorte, en se disant mais c'est interdit, on les poursuivra, on les sanctionnera. Non, parce que vous allez avoir toute une catégorie de Français qui vont, c'est une réalité, partir légalement, qui vont abandonner le pays. Et on le voit déjà aujourd'hui. Il y a des communautés de Français, vous connaissez bien les États-Unis, moi aussi, j'ai beaucoup travaillé aux États-Unis, il y a énormément de Français aux États-Unis, au Moyen-Orient.
Il y a beaucoup de gens qui partent en Italie aussi. L'Italie aussi. Il y a plein de, beaucoup de gens qui veulent partir. En Angleterre aussi, pas très loin d'ici. Il y a beaucoup de jeunes qui partent en Angleterre, de moins jeunes qui partent au Moyen-Orient et d'encore moins jeunes qui partent aux États-Unis. Et aussi qui partent en Asie pour ça. Oui, donc on comprend bien que c'est un cercle vicieux. Et puis finalement, ils vont encore monter les taxes. Et finalement, le pool de gens taxés se réduit de plus en plus et on arrive dans une impasse. Est-ce que vous pensez qu'il y a un danger d'être mis sous tutelle de l'Union européenne ou est-ce qu'on n'y est pas déjà, en fait, officieusement? Bien sûr qu'on y est déjà. Quoi qu'il en soit, si c'était l'ancien député UMP Lelouch qui déclarait récemment que chez nos amis de Thinkerview, qu'il n'y avait plus de ministre du Commerce et de l'Industrie en France, puisque quoi qu'il en soit, c'est le commissaire européen, je le dis depuis des mois, moi aussi et d'autres d'ailleurs, c'est le commissaire européen chargé du commerce intérieur, donc Thierry Breton jusqu'à présent, qui a été remplacé par... et qui est en charge du commerce intérieur, et qui est le ministre, en quelque sorte, du commerce intérieur, de l'industrie à échelle européenne. Donc déjà, à partir de là, on s'aperçoit qu'on est sous la tutelle. Et après, ce sera sous la tutelle obligataire avec les émissions de dette commune, tout ce dont on parle, et évidemment qu'il y a, on dit un saut vers l'Europe fédérale, oui, il y a un saut vers une organisation qui va avoir la capacité de lever l'impôt, de taxer, beaucoup avec les droits de douane également, de sanctionner, de militariser, il y aura une défense, il y aura, j'ai envie de dire, tout ce qui va contre l'intérêt des nations, mais qui est en route. Est-ce qu'en France, le problème, finalement, le nœud du problème, c'est pas l'énergie et le prix de l'énergie? Est-ce que ça réglerait pas beaucoup si on revenait à un prix national de l'énergie et pour réindustrialiser, pour être compétitif il y a ça, mais il n'y a pas à le faire? Ça, c'est des points de détail. Il n'y a pas que ça. C'est une réalité. Ça existe, bien sûr. Oui, mais alors, les Espagnols le font. Voilà, ça éviterait pas de la délocalisation et ça permettrait de réindustrialiser et d'être attractif. Oui, mais réindustrialiser de quelle façon? On ne peut pas réindustrialiser. Enfin, j'entends beaucoup de politiques dire il faut réindustrialiser, mais on a une politique fiscale, on le disait précédemment, qui ne correspond pas du tout à la réindustrialisation. Et à quelle catégorie de réindustrialisation? Si vous êtes une France qui est à la pointe de la technologie comme elle l'a été aujourd'hui, les Chinois sont à la pointe de la technologie. Combien ils déposent de brevets par rapport à nous, les Chinois, chaque année, et même par rapport aux Américains? Ils doivent déposer peut-être, je ne sais pas, 7 ou 8 fois plus de brevets en Chine qu'aux États-Unis, environ. Et il y en a beaucoup en Inde également. Combien est-ce qu'il y a d'ingénieurs qui sortent des écoles de Russie, d'Inde? Moi, je n'ai pas de prisme pro-russe ou pro-indien, au contraire, j'aurais un prisme pro-américain sur le plan du mode de vie. Et de ce que les Américains font chez eux, mais pas de ce qu'ils exercent comme pouvoir sur l'Europe. Mais à partir de là, il faut comprendre que si vous êtes un pays structuré avec une population de qualité et que vous innovez, vous allez industrialiser dans votre intérêt. Si par contre vous êtes un pays vassalisé et que vous attirez uniquement des entrées de capitaux, un peu comme on le voit sur Doliprane par exemple, et qui viennent récupérer nos outils de production et qui disent d'accord, on va continuer puisque c'est ce que vous nous demandiez en vous roulant quasiment à terre à vous les faire fabriquer, ces boîtes de médicaments, donc on va vous laisser des usines. Ça, c'est pas l'industrialisation, la réindustrialisation la plus vertueuse pour le pays, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Donc il y a le coût de l'énergie, c'est une réalité, mais il y a aussi toutes les idées, tous les plans qui pourraient faire qu'on aille réellement dans la direction de ce qui va profiter à ceux qui sont à l'intérieur de la nation. Un peu ce que Trump veut faire aux États-Unis. D'ailleurs, on attend, je ne sais pas quand est-ce que cette émission sera diffusée, mais moi je pense que c'est le moment d'acheter des actions Tesla si vous pariez sur Trump. Parce que vous allez voir que tous ceux qui ont soutenu Trump, dont Musk, qui s'est engagé personnellement dans la campagne de Trump, et une campagne qui est spécifiquement tendancieuse parce qu'il y a des pièges qui sont tendus et en même temps avec beaucoup d'incertitudes, tous ceux qui se sont engagés en faveur de Trump vont voir le cours de leurs actions pour les très gros entrepreneurs qui sont à la tête de sociétés cotées exploser au lendemain de l'élection et durant les semaines qui vont suivre et qui vont profiter d'une réelle politique protectionniste dans le sens des États-Unis. Et Trump, ce n'est pas un enfant de cœur non plus, on le sait bien. Donc il va y avoir là aussi du capitalisme d'entre-soi, de sympathie, d'amitié avec ceux qui lui sont proches. Musk en fait partie. Donc il y a... D'ailleurs, c'est un point de désaccord avec son soutien qui est Robert Kennedy, qui lui n'est pas pour cette proximité, ces tax cuts pour des grosses entreprises. Voilà. Ce qu'on voit, c'est que
là, on n'est plus dans un clivage droite-gauche ou démocrate-républicain comme on l'a été à une époque. Il y a une époque où la gauche, la droite, ça voulait dire quelque chose, libéralisme, socialisme, plutôt individualisme, ou en commun, progressiste, ou alors traditionnaliste. Là, on a des gens qui sont tout simplement du côté d'une forme d'humanité, et c'est peut-être pas la meilleure, même, mais en tout cas d'une forme d'humanité, et ça va de Kennedy à Donald Trump, qui sont quand même très différents, et qui disent l'argent doit vouloir dire quelque chose. Robert Kennedy qui dit « méfiez-vous des ondes, les ondes des téléphones portables sont un poison pour la société moderne, restez le plus éloigné possible », ce qu'on devrait dire si on faisait preuve un peu de bon sens. Il a fait son cheval de bataille, la santé des Américains qui ont vraiment des très très gros problèmes systémiques. On a les mêmes problèmes ici. La recrudescence de cancer, mais c'est déjà arrivé, la recrudescence de cancer, l'obésité aussi. Et encore, si vous allez aux États-Unis, vous êtes bien placé pour le savoir, effectivement, il y a beaucoup d'obèses, mais ils commencent plutôt à maigrir qu'à grossir, alors que nous commençons à grossir plutôt qu'à maigrir. C'est un peu comme quand on parle des Russes, en disant les Russes sont des pocherons, des ivrognes, et ils meurent à 66 ans. Sauf qu'ils ont gagné 7 ans d'espérance de vie en 20 ans, quand nous perdons de l'espérance de vie, et sur les perspectives des années à venir, en perdons énormément, puisque tous les plans, y compris de l'OMS, prévoient une recrudescence énorme de cancers, du sein, du pancréas, du sein chez la femme. C'est le pays d'Europe qui est le plus atteint par cette recrudescence, c'est la France et l'Angleterre. Et on le comprend pour des raisons alimentaires. Le pays où on mange le plus de produits transformés, c'est en France et en Grande-Bretagne. Et où on consomme le plus d'antidépresseurs, je crois. Aussi, absolument. Pour revenir sur les agences de notation, dont on avait commencé à parler tout à l'heure, vous avez commencé à parler tout à l'heure, les agences de notation, il y a à peu près 6 mois, ont dégradé la note de la France à AA-. Et là, on s'attendait aussi à une dégradation de la part de l'agence Fitch. Et finalement, elle a maintenu la notation de la France avec une petite perspective négative. Voilà, une perspective négative. Bon, on ne sait pas tellement ce que ça a comme impact. Mais en tout cas, il y a 3 agences qui représentent 90% du marché. Donc c'est Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Et elles sont toutes les 3 américaines. Moi, j'aimerais savoir au nom de quoi ces agences ont dans leurs mains le pouvoir sur des États de dire on vous déclasse, on vous surclasse. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un problème justement d'allégeance de ces agences-là et peut-être de mise en danger des États pour des agendas politiques, géopolitiques, autres que purement, objectivement, l'économie? Bon, c'est intéressant ce que vous dites, et comme sujet, c'est primordial, parce qu'en réalité, ce sont les agences de notation qui sont un peu à la base de la monnaie, en effet, et qui décident de ce qui doit être un étalon pour un fonds, pour une banque, pour un organisme, puisque elles ont un pouvoir sacré. On ne sait pas exactement par qui elles sont payées par leurs clients. Donc leurs clients, ce sont les États, donc elles ont un pouvoir au sens démocratique moderne du terme, sacré, une dimension sacrée, comme une banque centrale a une dimension sacrée, ou comme la police a une dimension sacrée. Et l'agence de notation vous dit parfois tout simplement, finalement, si vous avez de l'or, ça va vous coûter plus cher, et on va considérer que c'est moins sûr que si vous avez par exemple des obligations d'État françaises. Et on va considérer que les obligations d'État biélorusses sont moins sûres que les obligations d'État françaises, ou russes, ou brésiliennes. Et donc l'agence de notation décide en quelque sorte qu'une dette est une monnaie ou qu'elle n'est pas une monnaie. Mais c'est subjectif, en fait. Ça ne devrait pas l'être. Ce qu'on considère normalement, en théorie, la théorie, et c'est pour ça que vous disiez 90% du marché, mais il y a des agences de notation hors pays occidentaux également, et qui vont prendre de l'ampleur durant les mois qui viennent. Et parce que les pays des BRICS ne vont plus accepter évidemment de se faire sanctionner, de se faire mal noter par des agences qui ont un prisme évidemment occidental et européen, et qui veulent que les pays européens continuent à se surendetter. Mais normalement, le principe est de se dire un pays qui est bien noté est un pays qui peut même avoir une énorme dette, mais qui ne fera pas défaut parce qu'il génère de la richesse, pour une raison ou une autre, parce qu'il en a. Donc d'un certain sens, là aussi j'en avais parlé avant que ça se produise, c'était sur TVL au mois de février, avec Élise Blaise qui me demandait est-ce que les agences de notation vont abaisser la note, et j'avais dit non, au cours de l'année elles ne la baisseront pas, ou très légèrement. Le très légèrement, c'était la perspective négative. Et j'ai étayé, je disais pourquoi? Parce qu'il y a de l'épargne en France, il y a des biens publics, il y a une capacité à ponctionner de la richesse pour rembourser de la dette en cours.
Donc même si vous avez une énorme dette, l'agence de notation voit si vous êtes solvable. Elle ne voit pas si vous vous mettez sur la paille ou si vous mettez votre population sur la paille. Ça, c'est le premier point. Donc normalement, l'agence de notation doit bien noter un pays qui est en capacité de rembourser ses créanciers. Après, évidemment que lorsque on note très mal la Biélorussie, c'est parce que la Biélorussie décide de s'éloigner du dollar et de faire défaut sur sa dette libellée en devise extérieure, en monnaie extérieure, et qu'il y a un prisme qui est politique et qui n'est pas uniquement comptable, si je puis dire. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, l'élément essentiel en quelque sorte pour votre audience, si je puis dire, sur les agences de notation, c'est que lorsqu'une agence de notation note de la dette d'État, elle décide, des gros États, si cette dette est de la monnaie ou si elle n'est pas de la monnaie. Parce qu'on parle de la monnaie, si on parle des bons du Trésor américain aujourd'hui, c'est la monnaie, c'est ça la monnaie. C'est les bons du Trésor américain, c'est la dette française. Et demain, si la dette française est très très mal notée, ben, elle n'est plus de la monnaie, tout simplement. Vous avez parlé beaucoup dans des interviews de la proposition de faire l'union des marchés de capitaux. Où est-ce qu'il faut mettre son épargne, en fait, aujourd'hui, pour nos spectateurs? Vous demandez des conseils en investissement? Non, mais grosso modo, où est-ce qu'il faut mettre je vais vous répondre. Parce que c'est effrayant, toutes ces perspectives. Je vais vous répondre d'une façon détournée. Donc, je ne vais pas vous répondre, mais je vais poursuivre sur votre sujet. Si vous avez des comptes à l'étranger, par exemple, aujourd'hui, en zone euro, Santander en Espagne ou Unicredit, et que vous vous êtes débrouillé, ça n'est pas un conseil là non plus, mais une supposition, monsieur A qui s'est débrouillé par proximité avec un banquier chez Santander en Espagne ou Unicredit en Italie, ou donc en zone euro, d'ouvrir un compte sans avoir donné son numéro fiscal au moment de l'ouverture du compte courant. Ce qui arrive très souvent si vous ouvrez un compte dans des pays étrangers, ceux que je viens de citer. Évidemment que dans l'absolu, l'État français a quand même un droit de regard sur votre compte. Déjà, avant que l'État français se réveille pour avoir ce droit de regard, il aura fallu que vous ayez flirté avec pas mal d'illégalités pour que cet État soit allé chercher tous vos comptes à l'étranger, donc en Espagne. Mais il n'a pas un droit de fonction aussi immédiat qu'il ne l'aurait sur un compte français. C'est-à-dire que si vous avez des arriérés d'impôts et que vous avez une ATD, une opposition administrative, vous l'aurez sur vos comptes français, vous ne l'aurez pas sur votre compte étranger. C'est le premier point. Vous allez me dire, c'est repousser pour mieux sauter. Pas sûr, parce que vu les temps qui courent, avoir un temps d'avance, c'est toujours intéressant. Si vous voulez avoir un compte en UE, en dehors de la zone euro, en Europe, en dehors de la zone euro et en dehors de l'Union européenne, dans un pays qui est très proche, c'est la Suisse évidemment, et qui a une monnaie qui est sûre. Mais vous pouvez ouvrir aux États-Unis également, c'est tout à fait légal ça. On a le droit. Moi je crois qu'il va y avoir énormément de personnes, comme vous et moi, durant les années qui vont venir, qui vont se dire finalement on aimait passionnément la France, mais on n'est pas des exilés fiscaux, on reste totalement en règle vis-à-vis du fisc français, mais par contre, on a tout simplement envie de partir avec notre argent et investir ailleurs, et donc acheter de l'immobilier ailleurs, c'est légal. Ça fait aussi, c'est le revers un peu de la médaille, il y a la libre circulation justement des capitaux en Europe, mais aussi en dehors, une forme de liberté qui a été rendue possible par la mondialisation. On va peut-être prendre des parts dans des sociétés étrangères, on va travailler essentiellement à l'étranger, puisque quoi qu'il en soit ici, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc il va y avoir énormément de personnes qui vont se dire « mon argent, je préfère le mettre ailleurs ». Et si vous voulez acheter de l'or, je crois qu'il y a beaucoup de personnes également qui se disent « oui, mais mon or, je n'ai pas vraiment envie qu'il soit dans les coffres de la BNP ou de la Société Générale, ici. Je préfère qu'il soit chez un gestionnaire qui loge ça à Zurich, à Singapour, dans des parties qui sont justement en dehors de la zone euro. » J'ai bien compris, c'est pragmatique, mais c'est vrai que c'est triste d'un certain côté, mais c'est comme ça, il faut survivre, donc voilà. Il y a des solutions surtout. Ouais. On va revenir sur l'autre sujet de la dette et qui possède la dette. Dans votre émission de TV5 Monde, vous aviez à nouveau Bruno Le Maire en face de vous et vous lui aviez demandé qui détient notre dette. Et il avait dit que la dette détenue par des étrangers, c'était une toute petite partie et que c'était vraiment résiduel. Et il n'a pas vraiment voulu répondre C'était très drôle parce qu'il parlait d'un quatrième tiers à ce moment-là. Je m'en étais même pas rendu compte. Et tous les commentaires sont sortis après en me disant il y a un tiers là, un tiers là, un tiers là et un tiers là. C'était résiduel, c'était des miettes. Voilà, c'est pas résiduel du tout. C'est quand même voilà, des c'est justement de ce que je voulais vous demander. C'est à peu près 25% de la dette totale. Ça s'accroît parce qu'on a
52% de dette extérieure à ce moment-là, on est à 54% maintenant, c'était il y a 1 an et demi à peu près cette interview. Et donc la part de la dette extérieure n'est pas résiduelle, et surtout, on est dépendant de ça pour faire fonctionner l'État aujourd'hui. Donc évidemment, il y a aussi un problème par rapport à la charge de la dette, aux intérêts de la dette, évidemment, qui vont devenir, on le sait, le premier poste de dépense de l'État. Et donc, lorsqu'on a une dette qui est financée au moins en moitié, un peu plus par l'extérieur, ça veut dire qu'on a finalement une fuite de richesse vers l'extérieur, évidemment, par l'endettement public, puisque c'est l'endettement public qui fait l'essentiel des recettes de l'État. Depuis 2020, ce n'est pas l'imposition qui génère le maximum de recettes, c'est l'endettement. Il y a un sujet qui, moi, m'inquiète à titre personnel, et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'on assiste à une soviétisation de notre modèle. Je m'explique. C'est-à-dire que de plus en plus de secteurs économiques dépendent de subventions plutôt que ne vivent de leur travail. On voit avec les agriculteurs, d'ailleurs la colère chez les agriculteurs reprend, mais on voit aussi ça dans la presse, on voit ça aussi avec la politique des petits chèques, et on voit qu'il y a de plus en plus d'atteintes aux libertés fondamentales, que ce soit la liberté d'expression, la liberté de circulation, et même la propriété privée, qui est un droit fondamental dans la Constitution, à force de taxation confiscatoire. Surtout dans l'état d'esprit occidental. Voilà. Parce que c'est pas en Thaïlande, par exemple, vous achetez pas un bien, vous êtes locataire, je crois, pour 99 ans maximum, vous avez des baux, mais... et même en Chine, il y a un état d'esprit beaucoup moins respectueux, valorisant de la propriété privée. Voilà, mais en France, c'est vraiment dans la Constitution, et c'est un droit fondamental. Moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de complètement se soviétiser, et c'est même pire que ça. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de passage à un modèle de fusion, de collectivisme avec du capitalisme oligarchique où finalement on surrégule le peuple, mais on dérégule la caste dirigeante. Oui, c'est assez vrai, c'est assez vrai. Ce que vous soulignez là, en quelque sorte, c'est qu'on arrive à une période où la mondialisation et le capitalisme sont tellement faussés, galvaudés, qu'on s'attaque directement aux unités de mesure ou aux valeurs essentielles, c'est-à-dire à l'émission de monnaie pour truquer l'économie, à la propriété au sens de la propriété privée pour fausser les échanges et la fiabilité. Et ça, en effet, c'est très inquiétant. Après, il suffit de voyager un peu quand même, d'être connecté avec des pays étrangers pour s'apercevoir que, en réalité, on est surtout en banqueroute, on est surtout à la dérive. C'est pour ça que je veux dire que le problème est à la fois très grave pour nous parce qu'on est français, moins grave que ce que l'on a tendance à percevoir, parce qu'aux États-Unis, le sens de la propriété est encore totalement protégé. N'allez pas expliquer aux Américains que vous allez sauf que c'est une dynamique, il y a des attaques. Je ne suis pas tellement d'accord. Je sais que quand on se compare, on se, je sais plus, on se désole, et quand on se compare, on se rassure. Sauf qu'il y a quand même... Évidemment, si on regarde à l'instant T, on se rassure, mais quand on voit la dynamique, il y a quand même une dynamique liberticide et presque de néo-féodalisme qui est en train de s'installer. Après, il y a le numérique qui va contribuer à priver de beaucoup de liberté, ça c'est une réalité. Oui, mais ce n'est pas juste les libertés, par exemple la liberté d'expression, c'est aussi une façon les impôts confiscatoires, finalement, sont une atteinte à la propriété privée. Et aux États-Unis, on voit que même le premier amendement est remis en question par certains acteurs politiques très connus là-bas, comme John Kerry ou Hillary Clinton, qui commencent à dire que le premier amendement, c'est un obstacle à la démocratie. Enfin, ce sont des propos qui n'ont jamais été tenus jusqu'à maintenant. C'est très inquiétant. Mais on est, quoi qu'il en soit, à la croisée des chemins. Si Trump passe ou si Kamala Harris passe, ça c'est une certitude. Mais en dehors de ça, on peut dire que les propos à la fois d'Hillary Clinton, de John Kerry, ont quand même peu d'impact sur la réalité économique en Californie ou au Texas, à Dallas. Pas encore, mais s'il passe, imaginons que Kamala Harris... Alors, à ce moment de l'enregistrement, on ne sait pas encore, mais c'est dans 15 jours, l'élection. Donc peut-être que certains d'entre vous regarderont cette émission après l'élection. Si jamais Kamala Harris passe, il y a quand même une petite inquiétude au niveau des libertés. Oui, au niveau des libertés individuelles, ça, c'est vrai qu'on se dirige vers un monde où il y aura moins de liberté, mais par contre, moins de libéralisme et moins de possibilités d'entreprendre, surtout ici, plus qu'ailleurs. Et je vous dis, tout le Moyen-Orient, par exemple, c'est vraiment très évocateur comme zone. Les Émirats arabes unis, aujourd'hui, ne fonctionnent que par rapport aux échanges financiers, à l'argent,
au commerce et à la consommation. Il n'y a absolument aucun problème social. Il n'y a pas un syndicat, il n'y a pas une chaîne de télévision, mais les médias sont très différents là-bas, ils sont ouverts sur le monde forcément. Et c'est trop d'ailleurs, même il y a des employés qui sont martyrisés dans les hôtels, dans la restauration. Mais par contre, on a créé des villes où on a gommé la rue, on a gommé une forme d'espace public, on a gommé la police parce que tout est contrôlé par intelligence artificielle et par numérique justement, mais il n'y a aucun problème social, il n'y a aucune préoccupation sociale. Si vous expliquez aux Émirats Arabes Unis qu'il va falloir s'endetter pour les retraites, ça leur paraîtrait d'être notre dialecte, même si vous parlez en anglais ou dans leur langue. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un prisme quand même qui est très français en se disant il faut sortir de ça, voilà. Il ne faut pas se dire on a des problèmes aujourd'hui sociaux et on gagne plus d'argent en France et on n'arrive pas à faire des entrées de devises, donc c'est partout pareil. Non, non, c'est pas partout pareil. Le système américain, c'est sur les États-Unis, j'entends partout, les États-Unis sont en train de s'effondrer, ils perdent le contrôle. Ils perdent un peu de puissance, ils perdent un peu. On regarde les réserves de change, par exemple, au sein des banques centrales. Effectivement, il y a un peu moins de dollars, à peine un peu moins, 10%, une quinzaine d'années, qui ont disparu, au bénéfice beaucoup de petites monnaies, même dollar australien, dollar canadien, monnaie de la Corée. Et donc, ils perdent un peu de puissance. Évidemment, les Chinois en prennent davantage. Ils vont essayer de créer leur système de paiement, leur système de monnaie avec les BRICS. Justement, en ce moment, il y a le sommet des BRICS en Russie, et on voit que c'est totalement sous-traité dans nos médias. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que ce soit la propagande, alors qu'il faut quand même s'informer. C'est idiot d'ailleurs, je suis d'accord avec vous, mais c'est un peu le même problème sur les élections américaines, c'est que beaucoup de journalistes essaient de convaincre la population française de ne pas voter pour Trump. Ils ne votent pas aux États-Unis, donc j'ai envie de dire, n'essayez pas, mais derrière ça, il y a une forme évidemment, comme je disais, de nihilisme, où on ne veut pas voir une réalité qui est en train de se former. D'autre part, par rapport aux BRICS, moi je pense que en rapport du niveau auquel ils sont, c'est-à-dire le poids de la Chine dans le commerce mondial et le poids des exportations énergétiques notamment, qui sont les exportations qui ont le plus de valeur des autres pays, et même la capacité de beaucoup de personnes qui constituent leur population, ils pourraient déjà avoir pris beaucoup plus d'avance sur l'hégémonie américaine et sur l'hégémonie monétaire et financière des États-Unis. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Et ils se retrouvent en plus avec un petit coup d'arrêt sur leur croissance en Chine aujourd'hui. Alors évidemment, et je le disais même précédemment, je ne veux pas qu'on se dise qu'ils sous-estiment l'émergence des BRICS. Non, bien sûr qu'ils vont à terme eux aussi dominer, en tout cas dominer dans leur zone et ne plus être dominés par l'Occident, ça c'est une certitude. Mais je vois que ça patine un peu, tendrais-je à dire, et que ça va moins vite que ce qu'on aurait pu imaginer il y a quelque temps. Dernier sommet des BRICS, donc l'avant-dernier, 22 ou 24 août à Johannesburg, en Afrique du Sud, lorsqu'ils avaient décidé d'intégrer l'Iran, justement, il n'y avait pas eu le 7 octobre encore, et ils ne l'auraient sûrement pas fait, on parlait déjà de la création de la monnaie commune. Et on voit bien qu'ils se retrouvent finalement face à un système qui est tellement puissant et tellement internationalisé, le système du dollar américain et le système de post-Bretton Woods, qu'ils ont du mal à remplacer tout ça aussi, sans se couper du monde occidental, et qu'il y a encore une dépendance vis-à-vis du monde occidental, et qu'il y a beaucoup de pays qui sont au sein des BRICS et étroitement liés. Les Émirats Arabes Unis ont intégré les BRICS. La monnaie des Émirats Arabes Unis, elle est adossée à quoi? Au dollar. Ils ont une armée aux Émirats Arabes Unis, comment est-ce qu'ils vont s'organiser? L'Iran aujourd'hui, comment se porte leur monnaie? Comment est-ce qu'on paye au Liban? En dollars pour le moment, plus qu'en yuan. Oui, parce qu'au Liban, ça vaut... ils ont une dévaluation terrible. Plus rien. Mais je veux dire, ils n'ont pas réussi. On voit que les BRICS, par exemple, n'arrivent pas sur cette zone-là, pour le moment, à apporter toutes les solutions que le dollar apporte toujours. Donc il y a cette réalité, il y a toute l'Afrique également, et il y a tout ce système de crypto-monnaie qui est en train de s'organiser également, qui est majoritairement dominé par l'Occident, là aussi. Donc vous êtes optimiste, en tout cas pour l'Occident. Moi je cherche pas, non, je suis pas optimiste. Non, je cherche pas à être optimiste ou pessimiste. Vous trouvez que ça va pas aussi vite que ce qu'on aurait pu craindre? Dans le déclin, ça va très vite ici. Par contre, sur l'échiquier géopolitique, ce qui est en panne, c'est la puissance, mais la puissance est en panne de partout. Ce que je veux dire, c'est que les BRICS ne seront jamais aussi triomphants et aussi dominants que ce que l'Occident a été triomphant et dominant dans les années 50-60. Ça, c'est une certitude. C'est très clair. Je voulais vous inviter, vous,
parce qu'en fait, vous êtes philosophe, en plus d'être spécialiste en Absolument. économie. Et donc, pour moi, c'est important d'inviter des gens, c'est le concept de cette émission, de parler de sujets de société, mais à travers le prisme et la philosophie d'une personne ou d'un expert en une matière. Et ce qui m'intéressait de savoir, c'était donc votre vision globale et si, comme moi, vous pensez que la situation dans laquelle on est actuellement, politiquement, géopolitiquement, c'est dû aussi à un manque justement de vision globale. On a des dirigeants qui considèrent les citoyens de plus en plus comme des consommateurs ou des travailleurs interchangeables plutôt que des êtres humains qui ont une culture. Pire, comme une masse même. Voilà. Plus que comme des consommateurs. Je crois qu'on considérait les citoyens il y a 30 ans comme des consommateurs. Aujourd'hui, on regarde même plus les citoyens dans leur unicité en se disant il est ou elle est. On regarde ceci comme étant la grande masse finalement qu'il va falloir diriger, un troupeau qu'on va faire naviguer d'un côté comme de l'autre. Et ça, c'est évidemment dramatique. Mais le problème, c'est que ça affecte même l'élite. Et c'est à ce niveau-là que je dis que la croissance est en panne à tous les niveaux et que les parties les plus triomphantes du monde actuel sont beaucoup moins séduisantes que les États-Unis il y a 60 ou 70 ans. Et ça vient principalement du grand problème. On parlait de la santé publique, de la santé collective, qui est un sujet, moi, qui m'atteint particulièrement. Non pas parce que j'ai connu des personnes malades ou pas, c'est pas le cas spécialement, je veux dire, mais parce que j'ai toujours pensé que la première des choses à faire dans une vie était d'être en bonne santé et de pouvoir après cela gagner de l'argent, être heureux, s'accomplir, mais que la priorité, la base était celle-ci. Élargir le cercle petit à Et petit. pour être en bonne santé et en même temps profiter, avoir une vie sociale au sens commun du terme, c'est-à-dire avec les autres, au milieu d'une société, on est obligé de se soumettre ou d'être dépendant, on est forcément dépendant des lieux publics et de ce qui est présenté par la société, dans la restauration par exemple, ou dans la façon pour une femme de ménage de faire le ménage lorsqu'elle sera passée dans votre chambre d'hôtel, et par rapport aux produits qu'elle aura utilisés, et par rapport à ce que vous allez inhaler, par rapport... Et là, on voit qu'il y a un effondrement total, et pour reprendre ce que disait Robert Kennedy, justement, du bon sens sur la façon de protéger l'organisme, et qu'on ne se considère plus comme étant des êtres vivants qui devons avoir pour priorité de créer une société qui permette d'évoluer, qui permette de vivre, mais tout simplement comme des êtres en société qui ont un corps qui est totalement déconnecté de leur esprit. Et ça aussi, c'est très symptomatique du wokisme. On voit bien que ce wokisme, qui n'est pas du tout du progressisme, mais qui correspond plutôt à une régression, selon moi, a pour principe de base de dire « je rejette mon corps ». On assiste à des personnes qui disent « je ne veux pas être ça, je ne vais pas chercher justement ou à me soigner, ou à avancer, ou à me comprendre, à me dompter, mais se dire « je ne veux pas ». Et je rejette mon corps, je m'échappe de mon corps, je ne suis pas ça, je veux devenir autre chose. Ce qui était totalement pathologique il y a encore 30 ans. Si vous expliquiez ça au cours des années 80, vous étiez tout simplement considéré comme pathologique et on était sur un terrain médical et pas sur un terrain psychologique. Et ce wokisme qu'on voit évoluer justement dans la société, les gens de nos générations justement et de plus en plus jeunes, fait que ces personnes qui sont prêtes à se dire « je ne suis peut-être pas un homme ou pas une femme alors qu'ils le sont ou elles le sont », sont d'autant plus prêtes à se dire « j'ai aucun problème à manger un produit totalement artificiel ». Des insectes ou à base des choses imprimées en 3D, la viande imprimée en 3D. Absolument. Et avec la collaboration des puissances publiques, évidemment, là aussi qui donnent leur oui, part un au manque choix. de connexion, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Donc sur la dimension holistique, il y a tout ça qui est très inquiétant, évidemment. En tout cas, c'est vraiment une partie qui est très intéressante de remettre un peu de sens et d'humain dans tout ça et qu'on n'est pas juste des statistiques, on n'est pas juste des masses, on est aussi des individus, des êtres humains. En tout cas, merci infiniment d'être venu discuter un petit peu avec moi. Avec plaisir. Et nous, on se retrouve dans un nouvel épisode de La Vie en Rosane très bientôt. Merci.